Alain, s'il te plaît, dessine-moi une brebis. Alain est rentré à la SNCF comme apprenti électricien. Il est rentré au chemin de fer parce que j'y étais peut-être. Il est parti du chemin de fer pour aller dans les Pyrénées, berger dans les Pyrénées, pour revenir à la terre. Moi j'étais parti de la terre, je savais d'où je partais, et lui, parti de la terre, je suis venu au chemin de fer à la ville. Et lui, il était au chemin de fer apprenti, il a eu son CAP, il avait son emploi, et je lui ai dit, écoute, pars du chemin de fer si tu veux, mais tu sais, ailleurs tu ne trouveras pas que des roses. Réfléchis bien, réfléchis bien. Oh, écoute, hein, il m'a dit, moi, chemin de fer, la société, tout ça, la société elle-même, j'en ai assez. Je reviens à la terre, berger dans les Pyrénées, je serai tranquille. Ben, je ne pouvais pas lui dire non, tu ne vas pas faire ça. J'aurais eu tort d'ailleurs, bien tort. Je trouve que de sa part, c'est beaucoup de courage d'avoir franchi ce pas. J'y pense souvent et pour ça, je l'admire, d'avoir osé franchir ce pas et dire non, non à beaucoup de choses, non à ses parents, voilà, et d'avoir choisi cette voie, d'avoir osé franchir ce pas. Alain, c'est mon beau-frère. Ça fait maintenant 20 ans que je le connais. À l'époque, il était cheminot. Je l'ai toujours connu avec le même dynamisme et la même générosité. Je me souviens encore, il y a 18 ans, quand sa sœur et moi, nous l'avions accompagné dans les Pyrénées pour faire ses 2 années d'objecteur de conscience chez des bergers. Depuis, le temps a passé. Alain a doublé de carrure, mais il est resté le même. Un type formidable, comme dirait moi. Quand je vais chez lui, dans le Pays Basque, dans son nouveau pays, je suis content d'arriver, mais je suis également content de rentrer chez moi pour me reposer. Car lui, le repos, je me demande parfois s'il sait ce que c'est. Heureusement pour lui, il a un secret qui lui permet parfois de s'échapper. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Et là, il m'a surpris parce que quand je vois le parcours qu'il a fait depuis 15 ans en tant que berger, je suis très surprise de toutes les réalisations qu'il a faites. Je ne l'aurais jamais pensé capable de faire tout ça. Donc c'est pour ça que les enfants, il faut leur faire confiance. Et croire en leur passion.
les laisser faire un peu. Je suis la maman d'Alain Domini. Alain est né à Toulouse. Il a grandi à Toulouse. C'est un garçon de la ville. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que nos enfants, on ne les connaît pas. On leur colle une étiquette. Il faut qu'ils rentrent dans cette étiquette, plus ou moins. Et puis en grandissant, ils vous surprennent. Ils sont autres que ceux qu'on avait imaginés. Il faut leur faire confiance. Je me suis installé à mon compte en 1993. Ça fait 15 ans maintenant. Et avant, j'avais travaillé pendant 3 ans, plus de 3 ans chez des bergers pour apprendre le métier. Passe derrière là-bas. Là. Couché. Mais là, je suis en train de traire les brebis. Donc, j'en traite 2 fois par jour, matin et soir. Et de préférence à la même heure. C'est-à-dire 6h le matin ou 6h le soir, ou 10h le matin et 10h le soir, quoi. Il faut avoir 12 heures de décalage, c'est idéal. Une journée type en ce moment, c'est dès que je me lève, première chose le matin, je vais dans la fromagerie, je tourne les fromages faits la veille, je sors les bidons que j'ai au refroidisseur de la traite de la veille au soir, que je mets dans le chaudron. Je prépare les filtres et le coulaté pour la traite. Je vais ouvrir le chien et je traite. C'est Hugues, toc, là, c'est bien. Akira, chope-moi ça, chope-la celle-là, chope-la, niaque, allez, Hugues, allez. Akira, allez. Mais pour la prendre, tu sais, il suffit de vouloir. Hein. C'est pas plus difficile que ça.
Mais il est vrai que quand tu te trompes, quand tu fais quelque chose, si tu as quelqu'un qui te le dit, eh bien, ça t'évite des gourdes, c'est sûr. Ouais, ben dans la vie tout s'apprend, hein. Il suffit d'avoir envie, j'ai envie de dire. Moi, il y a des bergers qui m'ont dit au début que j'y arriverais jamais, qu'il fallait traîner au milieu des brebis pour y arriver, mais ça c'est de la connerie. Si on a envie, on peut tout apprendre. C'est vrai que peut-être d'y être né, d'avoir vu ça depuis le début, c'est peut-être plus facile parce que on voit plus les choses, mais moi j'avais toujours aimé les animaux et la nature. Et quand on veut, on peut. Après, moi, j'ai des bergers aussi à 80 ans qui étaient nés au milieu, qui m'ont dit qu'ils apprenaient encore, hein, qu'on est tous les jours apprentis et on n'a jamais fini d'apprendre. Mais il suffit d'avoir envie. Il faut surtout vouloir apprendre. Alors là, lui, il a un avantage sur moi, c'est qu'il est plus jeune. Et étant plus jeune, il le fait mieux par lui. Oh, il a de la volonté, lui. Moi aussi, j'en ai. Mais maintenant, ce qui me gêne, c'est les douleurs. On commence à les ressentir. Maintenant, j'ai un troupeau de 110 mères, là. De 110 brebis adultes. La vie d'Alain est rythmée par son travail. Il a su garder les gestes ancestraux des vieux bergers pour faire l'odeur du terroir dans ses fromages. Non, on traire à la main parce que j'aime. C'est un autre contact avec la brebis que de traire à la machine. En fait, j'ai jamais traité une brebis à la machine, moi. Mais bon, on en traite 2x12 à la fois, il y a le bruit de la machine. Donc on a notre contact avec les brebis, je trouve ça très plaisant. Ciao Mimine, ciao. Ciao Mimine, ciao Mimine, ciao. Ciao Mimine. Hugues, à la bergerie. Allez Hugues, à la bergerie, à droite là-bas. Allez, amène, doucement. Doucement Hugues, doucement. Ciao Mimine, ciao. Ciao Mimine, ciao Mimine, ciao Mimine, ciao. Hugues, couchez pas bouger là, c'est bien. Couchez pas bouger. Donc c'est un plaisir ouais, de faire à la main. C'est un peu moins un plaisir quand on y passe 4 ou 5 heures. 8 ou 10 heures par jour, mais bon. Et ensuite, si on fait attention à la façon de traire, on traîne les plus propres à la main qu'à la machine. Et si le lait est plus propre, on fait un fromage de meilleure qualité. Mais après, c'est un gros poste de travail, c'est beaucoup d'heures, quoi. Ça paraît pas, mais c'est physique, la traite à la main. Après, le problème quand on traite à la main comme ça, c'est s'il m'arrive quelque chose, si je me fais mal, c'est pas du tout évident de se faire remplacer. Faut trouver quelqu'un parce que traire à la main, il n'y a plus personne qui traite à la main maintenant. Donc plus personne ne sait quoi. Donc la limite du système, c'est si je me casse la jambe ou si il m'arrive quelque chose,
Mais il faudrait que je sois là quand même parce qu'il n'y a personne qui sait faire. Faire à la machine, on trouve beaucoup plus facilement, quoi. Après, à partir du moment où on met la machine aussi, c'est un cercle vicieux. Parce que moi, je ne mettrais pas la machine pour faire 150 ou 200 brebis. Donc je pourrais en avoir au moins 300. Et puis bon, c'est un peu une spirale sans fin. Donc je préfère rester avec un petit troupeau comme ça et continuer à traire à la main tant que je pourrai. Dehors, c'est fini là. Allez, tu sors, c'est fini, Hugues. Allez, dehors, c'est fini là. Allez, tu sors. Allez, tu sors, c'est fini là. Dehors, c'est fini là. Allez, c'est bien, oui. Allez, tu sors, c'est fini là, Hugues. C'est bien, Hugues. Tu sors, c'est fini là. C'est bien, Hugues. Dehors. C'est bien, Hugues. Il est solide, il a de la volonté, et puis ça marche bien, quoi. Hein. Quand on veut le faire, ça, il a quand même, du travail, il fait du travail sur sa ferme, il a du travail pour deux, mais il le fait. Il y en a qui ne font rien, et il y en a qui ont du travail par-dessus la tête. C'est que la société n'est pas bien équilibrée. Ça, c'est sûr que la société n'est pas bien équilibrée. Je trouve qu'il va trop loin, qu'il devrait penser un peu à vivre. Mais si c'est ça, sa vie. Je crois pas. On n'a pas de chemin tracé, on se le trace. Si on veut faire du bon fromage, il faut avoir du bon lait propre à la base, sinon on ne peut rien faire. En ce moment, on peut pailler tous les 2 jours parce que c'est l'hiver, il n'y a pas d'herbe dehors. Donc elles sont surtout nourries avec du sec. Mais enfin, il faut pailler très régulièrement, tous les 2 jours maximum, pour qu'elles soient sur le propre.
Ça leur fait absolument pas mal. C'est comme nous quand on se coupe les ongles. Il faut pas aller trop loin pour arriver au sang. Bon là c'est limite. C'est tout. Après, elles n'aiment pas trop parce que c'est une position inconfortable pour elles. Mais dans cette position-là, elles peuvent pas bouger, elles peuvent pas remuer. Alors il y a des brebis qu'il faut faire tous les 2 mois parce qu'elles ont des mauvais pieds. Et il y a des brebis qu'on fait 1 fois par an et encore. Il y a des brebis qui ont des bons pieds et des brebis qui ont des mauvais pieds. « 8h15. Juste le temps de casser la croûte. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est pas une fabrication artisanale. Hein. Fabrication artisanale, c'est quelqu'un qui achèterait du lait, un produit, et qui le transforme. Moi, en tant que paysan, en tant que producteur fermier, je n'ai pas le droit d'acheter quelque produit que ce soit, de le transformer pour le revendre. Donc tout ce que je transforme, c'est tout le lait que je transforme, c'est moi-même qui le produis avec mes brebis sur exploitation. Et c'est toute ma production, quoi. Je ne fais pas d'achat pour transformer et pour revendre, quoi. Voilà, donc c'est une fabrication fermière au lait cru que je fais. Fabrication fermière. Maintenant, le mot fabrication fermière, ça n'a pas trop de sens, j'ai envie de dire, parce que sous le mot fermier, ça englobe aussi malheureusement des méthodes industrielles. Et comme on peut le voir chez certains paysans, quoi, qui sont plus industriels que paysans justement, avec des gros volumes de fabrication, de transformation et des méthodes industrielles, quoi. Donc le mot fermier, il est à utiliser avec des pincettes aussi, quoi, j'ai envie de dire. Par exemple, un petit paysan comme moi qui transforme 18 000 litres de lait en moyenne par an, ça représente 2 tonnes de fromage, 2 tonnes et demie de fromage. Un autre cas extrême, donc un paysan qui a 1200 brebis lacones, qui fait 400 000 litres de lait, 70 tonnes de fromage, 35 fois, 30 à 40 fois ce que je fais moi en production. Donc c'est une fabrication fermière au lait cru qu'il fait aussi, puisque c'est un paysan, mais il a des salariés, c'est des méthodes industrielles, quoi. Donc le mot fermier, il a utilisé avec des pincettes, quoi. Le problème, c'est que le mot fermier est très vendeur parce que l'image pour un consommateur lambda du fermier, c'est un produit de qualité. Maintenant, malgré la qualité, malgré le mot fermier, des fois derrière il y a des méthodes et des produits industriels ou semi-industriels, quoi. Quand il était enfant, il y avait quelque chose qui m'interrogeait, je vais dire. C'est que je ne lui sentais pas tellement de passion, uniquement pour la cuisine. Là, quand je cuisinais, il venait près de moi, je le sentais intéressé. Et oui, enfin, c'est vrai, c'est le premier intérêt que je lui ai vu, et le seul pratiquement, non, à part le foot, le sport, tout ça. Mais la cuisine, c'est vrai que je sentais qu'il y avait quelque chose qui l'intéressait, oui. Et quand je le vois faire son fromage, maintenant, pétrir avec ses mains, ce fromage, je me dis, ça rejoint ce que j'avais senti quand il était enfant, quelque part. Alors, le lait est à 30 degrés, donc je vais en présurer. La température est bonne. Et on verse la présure. Voilà. Il se fend bien devant le doigt, ça veut dire qu'il est prêt.
Donc là, je suis en train de briser le cahier. Le lait, il est passé de l'état liquide à l'état solide. Il s'est caillé en fait avec de la présure. Et là, je brise le cahier de façon à obtenir des tout petits grains de la taille d'un grain de riz, un grain de maïs à peu près. Je le fais avec un tranche cahier pour que ça soit fait de la façon la plus homogène possible. Et donc là, j'ai mis le lait de la traite d'hier soir que j'ai réchauffé, mélangé à celle de ce matin. Voilà. Là, on a le cahier qui est prêt. Je vais pouvoir le brasser. Eh bien, j'ai fait le choix de l'agriculture biologique parce que ça représente à mes yeux l'agriculture la plus propre et la plus naturelle possible. Jusqu'à maintenant, on avait un cahier des charges, donc pour être certifié AB, on avait un cahier des charges assez strict, assez précis. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 1er janvier 2009, c'est l'Europe qui décide. En fait, l'Europe, ce sont les gouvernements des différents pays qui composent l'Europe, qui ont décidé d'élargir, d'ouvrir le cahier des charges. Et entre autres, il n'y aura plus de lien du terroir par rapport aux bêtes. On pourra vendre des produits certifiés AB avec des contaminations OGM à hauteur de 0,9%. C'est-à-dire que moi, quand je vendrai du fromage à partir du 1er janvier 2009, je pourrai le vendre sous le logo AB avec des contaminations OGM. Donc on est en train de réfléchir en fait au niveau de la Fédération nationale de l'agriculture biologique à faire une nouvelle marque, à faire un nouveau logo. Avec un cahier des charges très strict et très précis, comme il l'est actuellement, et en le resserrant un peu plus même, pour vraiment garantir aux consommateurs un label de qualité, quoi. Parce que, en fait, ce sont les industriels et l'agroalimentaire qui poussent à élargir donc, ce cahier des charges pour pouvoir fournir aux consommateurs des produits certifiés AB parce qu'il y a une demande justement, mais au détriment de la qualité, quoi. Et en fait le consommateur il sera dupé parce qu'il croira acheter un produit de qualité, mais en fait ça sera du tout du n'importe quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Puisque dans les années 1950 et 1960, tous les paysans, sans le savoir forcément, mais travaillaient en agriculture biologique, puisqu'à cette époque-là, tout ce qui était engrais, produits chimiques, tous les traitements sur les bêtes n'existaient pas comme ils existent aujourd'hui. Et en fait, tous les paysans pratiquement étaient en bio, quoi. L'évolution de l'agriculture a fait que bon, on est rentré, les paysans sont rentrés, on mis en place des pratiques qui ont fait qu'on a complètement dénaturé le métier, j'ai envie de dire. Donc maintenant la norme, c'est plus l'agriculture biologique comme ça pouvait l'être il y a 50 ans ou 40 ans, mais c'est plutôt des méthodes assez intensives qui ne sont pas forcément respectueuses des bêtes et de l'environnement, quoi, et du consommateur, puisqu'il ne faut pas rêver, mais ce qu'on donne à manger ou les traitements qu'on fait à une bête ou sur les terres, c'est nous après qui sommes en bout de chaîne et qui les consommons, quoi.
Donc là, on est en train de batailler sur des sujets, sur des points, des batailles très importantes, primordiales, mais malheureusement, il ne devrait pas y avoir à batailler sur ça, quoi. Le grail, c'est une fois qu'on a fait le fromage, il reste du petit lait qu'on fait bouillir. En bouillant, il s'est fait une pellicule au-dessus du chaudron. Et ça, c'est du grail que j'ai fait bouillir donc, ce matin. Et là, en début d'après-midi, je le ramasse. Je ramasse cette pellicule qui s'est formée sur le chaudron, quoi. Donc, il faut les goûter pour pas qu'ils soient trop liquides. Quand il est un peu sec, on le met dans les saladiers, on le bat bien avec un fouet pour qu'il soit onctueux. Et ça fait une sorte de fromage frais, quoi. Ça peut se manger avec du sucre, en dessert, avec la confiture. Il y en a qui aiment dans le café, avec du sel, du poivre, à toutes les sauces. Moi j'en ai mangé en montagne dans des sortes de quiches, des quiches au grain, très très bon. Alors il faut bien le battre le grain pour qu'il soit bien onctueux, il n'est que meilleur. Quand il est bien battu, pour le rendre bien homogène. Et donc le petit lait qui reste, je mets dans les bidons. Et tous les 2 jours, pardon, j'ai le voisin qui vient et qui le donne à ses cochons. Alors moi jusqu'à maintenant j'ai pas eu le courage d'avoir des cochons et de mettre des cochons. C'est dommage parce que je pourrais l'engraisser quoi. Mais c'est du boulot en plus. Et j'ai pas le temps. Voilà. Mais j'y passe de plus en plus. Alors, est-ce que tu peux aller me parler un petit peu de ces fromages? Parce que bon, je voudrais bien que tu m'en dises un peu plus. Alors, On t'a vu les faire. Hein. Ouais. Alors la fabrication, voilà, c'était la première étape. Ici c'est donc l'affinage. On est dans le saloir. Le saloir c'est la pièce tempérée, température constante entre 10 et 12 degrés. Moi je l'ai entre 12 et 13 degrés. Et assez humide, 90% d'humidité. Pour pas qu'il s'affine trop vite, qu'il sèche trop vite. Il faut du temps au temps quoi. Il faut laisser le temps au temps et il faut du temps pour affiner les fromages. Donc on a des grosses tomes de 4,5 kg, 5 kg, des petites de 2 kg à peu près, un peu plus de 2 kg. Et c'est les 2 formats auxquels on a droit en AOC au Soirati. Moi je fais surtout des grosses tomes parce qu'elles mettent plus de temps à sécher, mais en mettant plus de temps, elles ont plus de saveur que les petites tomes. Donc je fais surtout des grosses tomes, quoi. Voilà. Alors ça ce sont des fromages que j'ai fait cette année, des fromages frais qui n'ont pas tout à fait 2 mois d'affinage encore. Donc ils ne sont pas encore mangeables, commercialisables. Et les petites tomes, par contre, à partir de 2 mois et demi, 3 mois, on peut commencer à les consommer. Elles sont assez fraîches. C'est des fromages, voilà, comme celui-ci par exemple. Donc des pâtes assez souples, assez molles encore.
C'est le premier que j'ai ouvert aujourd'hui, celui-là. Donc il est très frais. Il y a des amateurs pour ces fromages-là. Mais c'est des pâtes, la croûte n'est pas encore tout à fait faite, tu vois, elle est toute mince encore, hein. Et voilà. Alors moi, ce que j'aime dans le fromage de brebis, c'est que chaque fois, il exprime son terroir. Et avec sa complexité, c'est-à-dire l'herbe, les plantes, tout ce qui fait la richesse d'un terroir. Alors c'est vrai que le lait que nous donne une brebis, c'est ce qu'on lui donne à manger. Et donc c'est très très important, c'est vrai, là où vit, là où package, ce que mange la brebis, quoi. Donc en AOC Ossau-Iraty, nous ici sur le département, les AOC sont faites par endroit géographique, quoi, pour justement avoir la typicité du terroir. Et c'est vrai qu'ici au Pays Basque, on est très très bien placé, on a une influence océanique, c'est un climat doux. On a janvier, février sans trop d'herbe, on va dire, mais après, à partir de début mars, on a de l'herbe qui pousse. Et c'est vrai qu'on nourrit, enfin moi spécialement, j'ai envie de dire, on nourrit les brebis uniquement à l'herbe. Donc ça fait qu'on a des fromages qui ont pas mal de goût et pas mal de saveurs, qui évoluent au fur et à mesure de la saison, puisque les fromages de mars, avec ce qu'on peut faire en juin ou en août, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Donc 2 jours de salage pour les petites tomes. Et pour les grosses tomes de 5 kg, on met entre 3 et 4 jours de salage, quoi. Voilà, elles ont besoin de plus de sel, quoi. Et ça, donc, ça se fait sur l'étagère en bas. 2 jours et 3 ou 4 jours de salage. Et après, ils sont mis sur les planches de bois au séchage et à l'affinage, quoi, en fait, hein, voilà. Donc ce qu'on peut remarquer, par exemple, ça, voilà les premiers fromages que j'ai fait cette année, hein, donc il y a à peu près 2 mois de temps. Et ça, c'est des fromages que j'ai fait il y a 3-4 jours. Donc tu vois, quand on fait les fromages, ils sont blancs, tout caoutchouteux. C'est encore, bon, le fromage se tient, mais c'est souple encore. Et petit à petit, voilà, on a la croûte qui se forme, on dit. Il prend la couleur, c'est la pâte qui sèche en fait, hein. Donc ce sont des croûtes 100% naturelles, hein, sans colorant, sans conservateur. Bon, moi, je suis certifié en agriculture biologique en plus, mais ce sont des affinages 100% naturels. C'est la pâte qui sèche. Voilà ce que c'est l'affinage et la croûte, quoi. Voilà. C'est vrai que bon, on a un métier qui est à l'extérieur, hein. Donc quand il fait beau comme ça, c'est des conditions, pas de travail mais de vacances presque on pourrait dire. Mais bon, c'est pas toujours comme ça, quoi, hein. Souvent il fait mauvais aussi et il pleut beaucoup au Pays Basque, il fait froid, bon, mais c'est des conditions extérieures, quoi. Ça fait partie du métier, on va dire, voilà. Comme beaucoup de choses, par exemple, ben, on travaille le dimanche aussi, hein. La traite des brebis, c'est tous les jours. Le soin et s'occuper des bêtes, c'est tous les jours, hein. Donc que ce soit nous, lundi, dimanche, jour férié, moi le jour de Noël, je me suis levé comme d'habitude, comme si c'était le lundi ou le mardi, ou voilà, quoi, hein. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, quoi. Mais le gros avantage du métier, moi, c'est que j'ai pas de patron. La seule chose qui me commande, c'est le travail, quoi. Et moi, j'ai personne qui me dit, ben, va faire ci, ça ou ça, quoi. C'est moi qui choisis ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de faire, entre guillemets, quoi. Il n'y a que le travail qui me commande, je sais ce que j'ai à faire, voilà, je le fais quand je veux, comme je veux, quoi. C'est un des gros avantages aussi, quoi. Voilà. Je sens très bien qu'il a un travail très dur, mais j'essaye, moi, de le supplanter sur beaucoup de domaines, c'est-à-dire de l'aider à nourrir les agnelles, les béliers, à donner la ration même s'il faut aux brebis, à mettre le foin, à faire le fromage lorsqu'il n'est pas là. Et quand il part en salon, eh bien, je prends en charge tout le restant de l'exploitation. Il nous faut juste quelqu'un pour traire. Mais après le restant, j'essaye de faire un maximum et je trouve que c'est le mieux que je puisse lui apporter. Et lui aussi, c'est pareil. Il va m'aider quand les meubles sont trop importants. Il vient avec moi chez les clients. Il prend les meubles avec moi. Il m'aide pour installer un salon. Il m'aide pour enlever les meubles d'un salon, puisque j'en fais 4 quand même par an. Et après, quand il y a des bricolages à faire sur les meubles et tout, il est toujours là pour m'aider, pour me rendre service. Et en fait, on se complète très bien. Moi, j'essaye au maximum de faire tout ce que je peux et tout ce que je sais faire avec lui. Saloir, fromage, bon, tout ce que j'ai dit auparavant. Et lui, je crois aussi, il sait que si j'ai besoin,
il est là pour m'aider. Donc, et ça, je trouve ça super, quoi. Parce que c'est pas chacun de notre côté, c'est vraiment, on fait les choses ensemble tout le temps. Et c'est pas du tout dur de vivre avec son compagnon. Il y a des gens qui diraient, voilà, c'est pas difficile de vivre avec quelqu'un tout le temps. Et bien pour moi, c'est pas difficile du tout. Et je pense que pour lui non plus. Enfin, je ne sais pas si vous lui avez posé la question, mais je crois que pour lui, c'est pas trop difficile non plus. Voilà. Ben, Raymond, heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là parce que c'est vrai que, par exemple, lorsque je pars en salon automne-hiver, bon, il n'y a pas de traite, il y a moins de boulot, mais c'est elle qui assure tout ici, quoi, qui s'occupe des bêtes, même s'il n'y a pas grand-chose à faire, entre guillemets. Beaucoup de surveillance, ou rentrer, sortir les brebis, mettre le foin, pailler. Bon, ben, tout ça, c'est elle qui fait, quoi. Et donc, elle s'arrange, bien qu'elle ait une activité à l'extérieur, elle s'arrange pour ne pas travailler à l'extérieur à ces périodes-là, à ces moments-là. Et c'est elle qui gère un peu la ferme quand je m'absente, quoi. Voilà. Tous les deux, on est issus de la ville. Hein. Moi je dis ça, ça peut paraître un peu ridicule. Je dis on a été élevés tous les deux en appartement, mais c'est vrai. Hein, tout comme un animal va être élevé dans une cage et après il ne l'est plus. Et bien nous, c'est un peu ça. Et moi, je vois quand j'étais gamine, je rêvais que d'une chose, c'était être à la campagne, quoi. Et mes parents ont pu me montrer ça de bonne heure. Et après, mon seul rêve, c'était de vivre à la campagne et de fuir complètement la ville et de ne pas vivre en appartement. Donc c'est vrai qu'on a un cadre de vie complètement privilégié, mais on en est conscient. Et c'est tous les jours qu'il faut se le dire, ça. Ça, c'est la philosophie de la vie que ça peut nous apporter aussi, de vivre à la campagne, je crois. Et comme on a un regard de l'extérieur, ce regard de l'extérieur nous fait certainement encore mieux apprécier les choses que les personnes qui sont nées à la campagne et qui n'ont vu toujours que ce milieu. Nous, on fait très bien la différence. Et cette différence, il faut toujours la marquer. Et il faut toujours le dire et le transmettre aussi. Parce que peut-être d'autres comme nous réaliseront un jour leur rêve de cette façon. Et ça, c'est la chose la plus belle qui soit. Disons que l'ordinateur il est bien utile maintenant. Je fais toute ma comptabilité, tout mon suivi de gestion des clients, tout ce qui est facturation avec un logiciel. Et puis j'ai un autre logiciel aussi également pour tout ce qui est, je me mesure le lait des brebis, et puis je me fais un peu le litrage, quoi. Et puis chaque brebis a une fiche où je mets date d'agnelage, qu'est-ce qu'elle fait comme lait, donc si elle a eu un problème, tout ce qui concerne les brebis. Et c'est vrai que l'outil informatique est très très utile maintenant, même sur une petite exploitation comme la mienne, quoi. Voilà. Malgré sa charge de travail, Alain est toujours prêt à rendre service quand il le peut. Cette générosité, ses amis basques l'ont de suite remarqué chez lui. C'est pourquoi son intégration dans cette région n'a jamais été un problème. Savoir partager chez Alain, c'est aussi naturel que son fromage. Je m'appelle Michel Ossafrin. Je suis paysan à Banca. Donc Banca, c'est à 25 km au sud de Saint-Jean-Pied-Port, dans les montagnes sur la vallée des Aldudes. Je me suis installé en 1996. J'ai pris la suite de mon père, qui est à la retraite, mais qui me donne de grands coups de main. Ni mintzo dut eskora, eta eskora izigarri garrantzitsua da gure biziaren gidatzeko, gure kultura baita, eta ongi etorri zuek. Ongi etorri, ça veut dire bienvenue à vous. Non, je disais, le basque, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça fait partie de notre racine. C'est notre racine, tout simplement. C'est ce qui fait que beaucoup de paysans ou non paysans
vivent encore dans des conditions parfois difficiles. Aujourd'hui, ici, au Banca, il y a sur notre village encore 40-45 exploitations agricoles dans des situations, dans des zones, c'est une zone difficile, pentue, difficile à travailler, mais les jeunes sont extrêmement attachés à leur métier, à leur village, à leur culture et à leur langue. La richesse des langues, des races locales, la diversité de la flore pour faire le lait cru, pour faire le fromage, c'est quelque chose, c'est une diversité, c'est une richesse qu'il faut garder, qui nous appartient à nous, mais quelque part qui appartient à un patrimoine mondial. Donc, je suis Jean-Marie Ossafren, agriculteur à Banca, donc dans la vallée des Aldudes. Donc moi, je suis installé depuis une dizaine d'années. Donc j'ai repris l'exploitation familiale donc, de mon père. Ene aitamen segida hartu dut, eta ondar urteotan gaek bat egina dugu ene amaiarre baiken. Eta beraz, bideak gira etxaldean gainean lanean ari. Etxalde honetan badira ardiak, buru beltzak, begiak eta eskultxerriak. Eta hori denak ekoizten dugu, etxe mozkin gisa saltzeko. Eta biztan da, burrasueke launtzen gizutela azkar lan guziorin egiteko. Personnellement, en tout cas, je suis tout à fait ouvert aux personnes qui viennent dans ce qu'on appelle les HCF, ceux qui ne sont pas issus du cadre familial agricole. Je n'ai pas du tout d'a priori sur ça. Par contre, c'est pour eux que c'est très difficile parce qu'il faut qu'ils apprennent le métier. Et après, il faut qu'ils fassent leurs preuves parce qu'ils sont souvent regardés de très près pour voir s'ils réussissent ou pas. Et souvent, ils sont beaucoup plus critiqués que d'autres personnes, fils ou filles du Pays Basque, qui sont issus du cadre familial agricole. Voilà, on est beaucoup plus exigeants, souvent, c'est ce que je remarque en tout cas, on est beaucoup plus exigeants avec des gens qui viennent d'ailleurs. Alors que, bon, quand moi je vois Alain Domini, le produit qui ressort, donc le fromage qu'il fait, je crois qu'il y a peut-être ici beaucoup de producteurs fermiers, et même d'éleveurs en règle générale, qui devraient l'envier parce que quelque part le produit, le fromage qu'il fait, c'est le résultat de ce qu'il est, comment il élève son troupeau, c'est le résultat de tout, quoi. Je pense qu'Alain, j'en suis sûre, c'est quelqu'un de généreux, qui est ouvert sur les autres. Même si quelquefois il a des certitudes qui sont un peu... Mais il en faut des certitudes dans la vie. Mais c'est quelqu'un de généreux, de curieux. On a du matériel en commun et on travaille aussi ensemble plusieurs fois. On s'entend mieux. Quelquefois on a des idées un peu différentes, mais quand même on s'entend. Laborarianis, ene kunnuko asianis dila berroi urte, 89 urte, guzti justua. Eta gora behera frangoekin. A priori, Alain, il est un peu le prototype de ces gens qui reviennent à l'agriculture et qui arrivent sans préjugés et avec une vision un peu de ce que les gens de la ville attendent d'un producteur à la campagne. Donc c'est les gens comme ça qui arrivent de l'extérieur, ils amènent une richesse par rapport aux paysans traditionnels
qui restent sur une production de matières premières et qui se contentent de faire la matière basique qu'ils livrent à des industriels. En général, les nouveaux paysans qui arrivent de la ville, eux, ils s'attachent beaucoup à faire des produits qui mènent jusqu'au bout, des produits transformés, des produits de caractère qui soient liés au terroir. Et dans ce sens-là, pour nous paysans du Pays Basque, on est très intéressés par l'installation de jeunes comme ça qui amènent une richesse au pays, qui permettent... Ici, on a des petites fermes avec des structures de relief et tout ça qui sont difficiles. Le seul moyen de s'en sortir, on ne peut pas lutter avec les Brésiliens ou les Américains sur des productions de masse. Nous, le seul moyen qu'on ait de s'en sortir, c'est de faire des produits qui soient typés, qui soient fortement liés au territoire et que l'on transforme et qu'on mène le plus loin possible pour faire un maximum de valeur ajoutée. Et ça, on ne peut pas l'attendre des fils de paysans classiques parce qu'ils sont trop formatés à produire la matière première uniquement. Et cette richesse, c'est les gens qui viennent de l'extérieur qui l'amènent. Et en ça, c'est très intéressant. Alain et puis d'autres comme lui, qui se sont installés en venant d'ailleurs, ils ont beaucoup amené ça et ça crée après des émules chez les autres paysans. Effectivement, Alain est un hors cadre familial, c'est-à-dire qu'il est venu s'installer d'ailleurs. Bon, à double titre, c'est une démarche courageuse. D'abord parce que c'est quelqu'un qui est d'ailleurs, qui vient s'installer en Pays Basque. C'est pas toujours facile, on le sait. Mais ce sont des personnes qui changent parfois d'activité, de parcours. Donc ce sont des gens qui ont réfléchi à leur nouveau parcours, à leur installation. Ce sont des gens qui doivent aller ailleurs, donc qui doivent être tolérants aussi par rapport aux autres. Ce sont des gens qui, de par leur changement de parcours et de lieu, doivent s'adapter. Et donc il y a une réflexion chez ces gens-là, une réflexion interne qui est forte. Et moi je pense que ce sont des gens extrêmement ouverts. Et on peut tomber sur des gens très bien, des gens moins bien, mais c'est comme ici même en Pays Basque, il y a de tout. Et donc moi je trouve que leur démarche est courageuse, ce sont des gens ouverts qui amènent de l'ouverture aussi et qui nous amènent leur expérience à nous. Et moi je pense qu'échanger avec des personnes comme ça, c'est super. C'est super pour nous parce que ça nous permet à nous aussi de nous ouvrir et de les accepter. Et voilà, c'est très bien. Et en dehors de ça, Alain est un charmant garçon. Ainsi que sa copine. Donc il y a Alain Dominique qui lui avait commencé à faire des salons sur Paris, qui voulait développer cette vente, qui avait bien tourné pour lui, donc il nous a incité aussi à le faire. Et le salon Paris Fermier a très bien démarré très fort. De suite on a fait un carton. Enfin, en 4 jours de salon, on a fait autant qu'en 4 mois de marché. Donc on s'est dit, c'est pas la peine de se fatiguer à faire un marché tout le week-end, il suffit qu'on fasse 4 ou 5 salons. Et on ferait la même chose qu'à le marché. Et on s'est retrouvé à 6-7 producteurs à se poser la question pourquoi ne pas partir vendre nos produits sur Paris. Donc c'est comme ça que j'ai retrouvé Alain Dominique et que depuis ces 5 dernières années, on se rencontre régulièrement pour justement aller faire ces salons. On y trouve du canard, on y trouve du piment d'Espelette, on y trouve du fromage de vache, on y trouve aussi du fromage de brebis au soirati et du porc basque. Donc nous sommes 7 ou 8 producteurs à vendre, à s'organiser ensemble pour diminuer les charges de transport, pour diminuer les charges lorsque ça concerne le paiement des stands qui sont extrêmement chers sur Paris, tout ça. Et donc voilà, je fais partie de cette association et voilà, c'est une petite équipe, une bonne équipe avec une bonne ambiance. Et voilà, ça nous permet de faire connaître les produits haut de gamme comme les piments d'Espelette, le soirati, le porc basque, le canard, les produits fermiers de vache. Ça nous permet de les faire connaître à l'extérieur. Ils sont très dynamiques et le stand est très bien décoré. Eh bien, je trouve que je l'avais admiré pour le pas qu'il avait franchi en disant non à son premier travail et en choisissant ce qui lui plaisait. Et puis j'admire aussi l'organisation qu'il a. Aujourd'hui, on fait entre 3 et 5-6 salons par an au niveau du groupe. Oui.
Et ça nous demande à chaque fois d'y aller tous ensemble, c'est-à-dire on se retrouve à 5-6, on y va ensemble du jeudi au souvent le mardi. Donc ça fait 5-6 jours de départ de la ferme, mais 5-6 fois dans l'année, c'est un peu plus faisable. Et le travail aussi est moins pénible, moins pénible, c'est pas évident. Mais c'est plus agréable parce qu'on est en équipe, quoi. Voilà. On travaille beaucoup, mais on fait aussi bien la fête ensemble. Exactement. Le soir et tout ça, et donc c'est très, exactement. C'est très festif et c'est très agréable. Cette partie plaisir est importante aussi chaque fois qu'on sort. Sinon le groupe ne tiendrait pas, et puis parce que c'est quand même difficile, mais c'est ce besoin de faire quelque chose ensemble qui est très enrichissant. Ça valait le coup. Il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, parce que maintenant, on se voit de moins en moins, et puis on n'a pas l'occasion de parler, mais je suis très sensible à ce qui se passe. Et un jour, que nous avions été lui rendre visite, je suis rentrée dans le saloir, et j'ai remarqué que son saloir, il y avait des fromages qui n'étaient pas aussi bien entretenus que les autres fois. Et je me suis interrogée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est fatigué, Alain? Il me semble que ces fromages, je ne suis pas très connaisseuse, mais enfin, ils n'étaient pas soignés comme d'habitude. Et je lui ai dit, il me dit, non, ce ne sont pas les miens, je prête le saloir à un jeune qui veut s'installer, un jeune, je ne me rappelle plus le nom, un jeune de Baillery qui veut s'installer. Il n'a pas de saloir et je lui prête mon saloir pour qu'il vienne affiner ses fromages, ce sont les siens. Alors je lui dis, mais quand même, regarde, quand quelqu'un vient visiter ton saloir, ça laisse une mauvaise impression, hein, de voir ces fromages comme ça là. Il me répond, non, personne n'a à rentrer dans le saloir. Et puis, moi je lui rends service, parce que moi j'ai eu la chance que vous m'aidiez et de m'installer sans aucune difficulté. Lui, il n'a pas cette chance et ça me fait plaisir de lui rendre service et de lui offrir mon saloir, de lui prêter mon saloir. Et bien là, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Ça, c'est un beau cadeau qu'il a fait à sa maman, de savoir, de tendre la main. Oui, je suis fière de lui. Qu'il garde cette générosité qu'il a en lui, cette main tendue vers les autres. Le problème, c'est que la vie actuelle fait que de plus en plus, tant dans le monde non agricole qu'agricole, c'est l'individualisme qui prend le pas, c'est le matérialisme, c'est autant de chances en moins d'échanger et de s'enrichir mutuellement. Et c'est dommage. C'est aussi ce qui va nous pousser à quitter nos fermes demain après-midi, justement pour participer à une mobilisation de solidarité. Parce que voilà, là, c'est arrivé que des gens comme Alain, qui voulaient reprendre une exploitation, qui travaillaient sur cette exploitation-là depuis 2 ans, aujourd'hui, ils se voient expulsés de cette exploitation-là. Et quelque chose que, personnellement, je n'accepte pas et qu'on n'admettra pas non plus demain. Et c'est pour ça qu'il y a une forte mobilisation qui devrait se passer demain. 6 paysans, 6 copains à nous, qui ont été interpellés comme des voyous, comme des vulgaires criminels sur leur exploitation alors qu'ils étaient en train de traire. Les gendarmes sont venus les rechercher, les chercher, ils sont partis avec les manottes alors qu'ils traillaient le matin à 6 h du matin. Des gens qui bossent, qui défendent aussi, qui se battent pour les autres. Et ça, c'est ici, il y a un très fort engagement solidaire. Et c'est ça aussi qui nous motive à être paysans. Et donc demain, ces 6 qui sont restés en garde à vue pendant 48 heures, vont être jugés. Et donc il y a leur procès. Ils sont jugés pour ça, parce qu'ils osent aussi publiquement défendre d'autres paysans et parce qu'ils osent être solidaires. Mais de toute manière, cette chaîne de solidarité ici au Pays Basque, elle existe, elle existera. Et demain, il n'y a pas de doute qu'elle sera très 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 forte. Et on espère vraiment qu'il y ait entre 500 et 1000 personnes qui viennent soutenir ces 6 qui sont là de manière injuste, jugés de manière injuste. Et on vient aussi, par la même occasion, toujours soutenir ce couple
qui était en place sur une ferme et qui doit continuer tout à fait légitimement à travailler, à vouloir. Ils veulent simplement travailler et laissons-les en paix. Viens ici, viens. C'est bien. Alors, eh ben mon pauvre, tu t'es piqué aux ronces? Ah, oh, ben c'est pas grave. Hein. Ben ouais, des ronces, il y en a quelques-unes, comme vous pouvez le voir aussi, mais bon... peut-être que les gens, quand ils passent devant chez moi, ils se disent « Ouah, t'as vu celui-là, il a plein de ronces, il sait pas travailler. » Ben ouais, les ronces, j'en ai quelques-unes, mais moi, ça me dérange pas. Ça prouve que ben, je mets pas de désherbant déjà. Et parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, les désherbants, ce n'est autre que du poison, quoi. Et ce poison, après, il rentre dans la terre, il est dans l'herbe, il est partout, et les brebis packagent ça. Et alors, si on écoute les industriels, ce sont des produits biodégradables, trucs, machin, bidule, il n'y a aucun danger, il n'y a rien. Sauf que moi, je ne fais aucune confiance à tous ces commerciaux industriels. Et que d'ailleurs, des études ont prouvé qu'il y a des rémanences au bout d'un an, quoi, sur certains produits. Donc ben voilà, moi je préfère qu'il y ait quelques ronces dans mes prés ou quelques autres mauvaises herbes que j'essaie de girobroyer pour limiter quand même, quoi. Mais bon, c'est quand même plus naturel, il me semble, que d'avoir des désherbants, quoi. Voilà. Brebis, vaches, chèvres, ce sont des herbivores, hein. Donc elles mettent bas au printemps, naturellement. Hein. Normalement, elles mettent bas au printemps, quand les conditions extérieures sont favorables, qu'il commence à faire beau, et puis surtout que l'herbe pousse dehors, quoi, de façon à ce qu'elle puisse se nourrir à volonté, à satiété, pour faire du lait, quoi. Plus elle aura à manger, en fait, la brebis, plus elle pourra faire du lait, quoi. Donc la nature a fait les choses ainsi que les brebis, normalement, elles saillissent, on met les béliers l'automne, le mois de septembre, hein, et pour mettre bas en février, et elles commencent à faire du lait en mars. Donc c'est le cycle que j'avais depuis 8 ans maintenant, quoi, que j'ai dû interrompre puisque pour un problème sanitaire de sono, j'ai dû abattre mon troupeau l'été dernier, en été 2007. Et donc j'ai racheté un troupeau de brebis à la montagne qui retranshumait et qui a mis bas au mois de novembre, puisque 99,99% des paysans ont écouté entre guillemets les industriels qui les ont poussés à désaisonner les brebis en fait, à faire des annulages octobre-novembre, pour commencer à traire le plus tôt possible et pour rallonger la période de traite, puisque c'est une période qui n'est pas naturelle. Donc vous avez tous les annulages avec ce système qui s'échelonne du mois d'octobre-novembre jusqu'au mois de mars-avril jusqu'au printemps, quoi. Voilà. Donc les industriels, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir du lait toute l'année pour faire du fromage toute l'année, quoi. Ils sont beaucoup moins regardants sur la quantité, sur la qualité, pardon, que sur la quantité et surtout la période de traite et de commercialisation qui les intéresse surtout, quoi. Donc moi j'avais jusqu'à cette année le cycle le plus naturel possible, hein. Des annulages très groupés puisque j'avais 90% du troupeau qui mettait bas le mois de février et la traite du mois de mars au mois d'août, quoi. Voilà. Mais après, à partir du 20 avril à peu près en général, j'avais mes brebis nuit et jour dehors nourries qu'à l'herbe. Voilà. Ce qui garantissait après au produit final, quoi, au fromage, hein, un certain goût et une certaine qualité qui à mon goût sont supérieurs, quoi. Les meilleurs fromages, c'est les fromages d'herbe, quoi. Voilà. Et donc avec une alimentation le plus naturelle possible qu'à l'herbe pour la plus grande partie de la lactation, c'est là qu'on peut avoir les meilleurs produits. Ce qu'on peut dire aussi, notamment sur les OGM, quoi, sur l'alimentation et sur les OGM, c'est qu'à mon avis, une alimentation, on devrait avoir le droit de garantir une alimentation sans OGM. Moi, ça ne me dérange pas, à la limite, si mon voisin veut faire de l'OGM. Le problème des OGM, c'est que si mon voisin il en fait, ben, il risque de me contaminer à 99,99% de chance, quoi. Puisque malgré les soi-disant précautions qui sont prises, c'est-à-dire 50 mètres entre la clôture limitrophe et là où il plante son maïs, les experts ont prouvé qu'il y a des pollinisations et des contaminations donc, à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Donc il ne faut pas se leurrer, quoi. S'il y a des OGM qui sont mis en place, ça sera des
une contamination totale et on ne pourra plus garantir aucune après traçabilité sans OGM, quoi. Moi je dis chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où on n'oblige pas les autres à faire la démarche, à prendre la démarche que l'on a choisie, quoi. Donc ces histoires de contamination, c'est trop grave pour les laisser faire et les laisser passer. Donc il y a une coordination qui s'est mise en place contre ces OGM, hein, et qui lutte contre ça, et voilà, quoi.